3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert est avec nous ce soir, présidente de Constance Associés. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Alain Dubrul de nous accompagner également. Bonsoir Alain. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de Claresco et Vincent Chéniaud est avec nous également en plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes directeur de la recherche de Generali Investments. Commençons avec le chiffre du jour, l'inflation américaine pour le mois de décembre. Encore 2-3 rapports comme ceux qu'on vient de voir depuis 6 mois et l'affaire est réglée, Vincent? Réglée, je ne sais pas, parce qu'on a quand même une inflation sous-jacente et des prix hors composantes volatiles qui augmentent de 0,3% sur le mois. Si on annualise ça, ça fait quand même du 3,6%. On est quand même bien au-dessus des objectifs de la Fed. Donc c'est sûr que on est dans une phase de décrue qui va se poursuivre en glissement annuel parce que les effets de base seront très favorables. Mais ce qu'il faut regarder quand même, c'est cette tendance sous-jacente et à 0,3 sur le mois, ça reste trop élevé. La Fed s'alarme également d'un marché de l'emploi qui reste très tendu. Vous avez parlé des inscriptions au chômage qui restent sur des niveaux très bas. Donc le marché de l'emploi est très tendu. On a eu pour le mois de novembre le taux de démission qui est à 2,7%, ce qui est historiquement élevé, donc ce qui traduit également un marché de l'emploi très tendu. Donc l'inflation décroît, mais elle reste trop forte et elle demande une action supplémentaire des banques centrales. Quand vous dites action supplémentaire, est-ce que ça veut dire action supplémentaire au-delà de ce qui a déjà été communiqué par la Fed ou le plan de marche tel qu'il a été indiqué lors des récentes communications semble encore parfaitement adapté à la situation? Non, en effet. Après une série de hausses de 75 points de base, la Fed est passée à 50 et elle a signalé qu'elle pourrait passer à 25 points de base lors du meeting du 1er février. Ça reste le scénario central, en effet. Donc le rythme du resserrement monétaire va décélérer. La question que le marché se pose, c'est est-ce qu'on a encore 2 ou 3 hausses de taux? Nous, on en voit plutôt 3. Le marché penche plutôt du côté de 2. Et surtout, le marché pense qu'assez rapidement ensuite, la Fed baissera ses taux, ce que la Fed, du reste, conteste. Il nous semble qu'en effet, la Fed ne baissera pas avant le 4e trimestre. Donc il y a une forme de complaisance de la part du marché en ce moment. Le marché est en train de pricer les Goldilocks, comme vous les appelez, le scénario idéal dans lequel on évite la récession, on a plutôt un atterrissage en douceur, et dans le même temps, l'inflation recule très vite. Ce qui permettrait aux banques centrales d'arrêter assez vite le processus de resserrement monétaire. Donc ça, c'est le scénario idéal. Il est quand même semé d'embûches, je pense. C'est difficile d'en faire un scénario central quand on réfléchit à des prévisions ou des projections économiques, là. On a beaucoup d'incertitudes. C'est vrai que la résistance du marché de l'emploi interroge sur ce que pourrait être ce ralentissement. Et en effet, est-ce qu'il pourrait permettre aux consommateurs de tenir la distance et d'éviter une récession? C'est une possibilité. Je pense cependant que le marché ne porte pas assez attention aux indicateurs précurseur et à la séquence qu'on a dans une phase de ralentissement puis de récession. Le taux de chômage est un indicateur retardé. C'est la variable qui va bouger à la fin du processus. Aujourd'hui, on voit quand même un marché immobilier qui ralentit très fortement, aussi bien au niveau du volume que des prix. On a 4 mois consécutifs de baisse des prix de l'immobilier aux États-Unis. On voit des commandes qui commencent à ralentir. La prochaine étape, ce sont les profits qui stabilisent, voire qui commencent à baisser, qui vont baisser cette année. Et la dernière étape, c'est l'emploi. Je pense qu'on est dans cette séquence, on est au début de cette séquence. Le marché, du fait de la résistance de l'emploi, a tendance à extrapoler et croire bien volontiers qu'on va éviter une récession. Ça me paraît plutôt optimiste, mais c'est vrai qu'on est sur cette vague et on pourrait surfer sur cette vague pendant quelques semaines encore. Ouais, c'est ça. Ce risque à la hausse dans les marchés, il existe aussi. Il ne faut pas le négliger. Parce que de l'autre côté, on a des bonnes nouvelles. La baisse du prix de l'énergie, incontestablement, est une bonne nouvelle, surtout pour l'Europe. La réouverture en Chine, incontestablement, est une bonne nouvelle. Et donc, ces deux éléments réduisent quand même considérablement le risque d'une récession sévère. On va porter de moins en moins d'attention à l'inflation, mais de plus en plus à la croissance, notamment aux États-Unis. Virginie, 2023 sera une année où il faudra être attentif à la croissance. L'histoire de l'inflation, on verra.
on espère tous qu'elle est en train de se régler et peut-être que dans 3 ou 6 mois, ce sera une affaire. Parce qu'il y a toujours le bon et le mauvais côté dans tous les éléments. Donc effectivement, la réouverture de la Chine, il faudra aussi apprécier quel peut être l'impact sur certains prix. Donc il ne faut pas le négliger, même si ça peut prendre un certain temps. Donc soyons prudents. On a déjà vu historiquement une inflation qui baissait et puis qui repartait à la hausse. Donc il ne faut pas l'exclure. C'est ce qui terrorise les banques centrales aujourd'hui. Mais oui, je note que dans les discours des banquiers centraux, lorsque vous avez le responsable de la Fed de Minneapolis ou un autre d'Atlanta, que ce n'est pas tout à fait les mêmes discours. Non. Donc on sent bien que la question est très complexe. Et je crois qu'il faut rester assez humble. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la Fed, effectivement, elle est sur ce chiffre presque dogmatique des 2%. On pourrait se dire, mais ces 2%, finalement, est-ce qu'on ne serait pas très bien avec une inflation à 3 ? Tout dépend de la croissance en parallèle. Donc oui, c'est beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de points d'interrogation. Il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, sur la baisse des résultats, elle a déjà été pas mal anticipée, ce qui n'a pas été fait en Europe. Mais il y a quand même, vous avez vu d'ailleurs le comportement des marchés l'année dernière sur ces marchés américains, certes qu'il y avait aussi de l'avance. Donc on ne se paye pas au même prix quand même en Europe et aux États-Unis, Virginie. Oui, mais ça, les prix, Grégoire, on le sait, c'est toujours le même débat. C'est les croissances sur le long terme. Qu'est-ce que vous mettez mais à 15 de PE aux États-Unis versus, je ne sais pas, 12 en Europe Oui, enfin, est-ce qu'on est vraiment à 12 en Europe ? Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, avec un CAC qui est de plus en plus constitué par des valeurs du luxe, est-ce qu'on est encore à 12 ? Je ne suis pas certaine. Je n'ai pas regardé. Moi, je suis sur les marchés américains, mais ça m'étonnerait parce que je ne crois pas que LVMH se paye 12 fois. Non, pas LVMH, non. Et c'est quand même devenu des poids lourds. Il y a aussi Renault et Stellantis dans le CAC. Oui, d'accord. Bon, voilà, mais il y a l'effet proportion qui Et donc, qui sur le risque des BPA aux États-Unis, là, on entame la saison de publication demain. Donc, effectivement, de toute façon, le marché a... sur les États-Unis, là, sur le chiffre d'affaires, les attentes, c'est tout au long de l'année 2023, les attentes, c'est petite hausse avec effet inflation, chiffre d'affaires. Donc, et puis sur les earnings, c'est de la décroissance. À part quelques postes comme les transports, l'énergie, évidemment, encore l'énergie en hausse sur le dernier trimestre de 2022 et premier trimestre éventuellement. Et puis donc une dégradation des earnings avec une amélioration à partir du T3, du troisième trimestre. Donc c'est ça qu'il faudra surveiller. En fait, j'ai l'impression que le marché, il est de plus en plus dans cette approche court-termiste parce qu'il n'y voit pas très clair et c'est normal. Et donc je crois qu'il faudra, ça sera un jeu d'ajustement. Et en revanche, sur ces earnings, moi, je crois réellement que sur 2023, on aura de bonnes et des mauvaises surprises. Et je pense qu'on aura davantage de différenciation. On dit toujours, est-ce que ça va être en fin d'année moins de momentum, plus de stock picking ? C'est clair que là, il y aura, je pense quand même, en fonction de l'agilité, de ce qui a été vu déjà, de ce qui va se passer, des avancées technologiques, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Quand vous dites le marché américain, en l'occurrence, c'est mieux préparé que le marché européen à des surprises peut-être négatives sur les résultats. Vous pensez à quel type de secteur ou de valeur ? Comment on peut incarner ? Ou est-ce que vous voyez des surprises, un risque de surprise vraiment négatif par rapport à ce que le marché attend ? Un risque de surprise. Sur les staples, par exemple, les biens de consommation courant, où ils ont bénéficié effectivement d'un effet prix avec l'inflation, où ils ont bénéficié d'un environnement économique qui était particulièrement favorable et donc ne sont pas gênés pour procéder à des hausses de prix. Et je pense qu'aujourd'hui, dans un schéma, puisqu'on est déjà en ralentissement économique aux États-Unis, eh bien, même si la consommation tient bien, mais quand vous regardez les PMI, vous voyez, c'est quand même, il y a des chemins quand même séparés. Et je pense que ça va être plus compliqué. Et c'est des boîtes qui se payent très cher aujourd'hui. Elles se payent beaucoup plus cher. Un Procter & Gamble va se payer 24 fois. Alors, c'est toujours de la croissance, c'est toujours des très, très, très jolies compagnies. Bon, voilà. Mais bon, c'est peut-être moins un environnement facile pour ce genre de société que ça l'était il y a 18 mois ou 2 ans.
Et sur d'autres secteurs, vous dites là, le reset de 2022 a été d'une violence telle qu'on s'est ajusté à des baisses de profit importantes. Parce que là, il y avait la partie momentum. Donc, par exemple, si on prend les softwares, dans les softwares, vous avez tellement de choses différentes. Mais il y a des sociétés qui ont été... Bon, tout a été directé. En moyenne, on va dire, c'est du moins 60% sur le prix boursier. Donc, oui, il y a des choses intéressantes à commencer. Enfin, on payait ça combien de fois les chiffres d'affaires à un moment? Oui, mais certaines ne gagnent pas d'argent d'ailleurs, donc on est tout à fait d'accord. Mais il y en a d'autres qui étaient bien installés et qui étaient dans des prix, on va dire, assez... peut-être pas raisonnable, mais enfin bon, pas non plus stratosphérique. Et là, le de-rating, il s'est opéré un peu partout. Donc, on peut commencer à regarder et anticiper. Et si effectivement, on a cette deuxième partie de l'année qui est confirmée avec une stabilisation, moi je vois un palier, un plateau sur la hausse des taux. Je ne vois pas non plus de baisse des taux, même pas avant 2024. Je ne sais même pas si on aura des baisses des taux, d'ailleurs, parce que si l'économie tient bien. Donc, mais on peut commencer à regarder tranquillement. Oui. Bon, sur l'environnement de marché un peu global, Alain, et ce début d'année quand même remarquable. Alors, pour compléter ce qui vient d'être dit, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le marché, ce qu'il achète, c'est finalement une inflation qui se réduit, bien aidée par les prix de l'énergie, il faut le dire, hein, et par, du coup, l'idée que la hausse des taux va continuer, mais dans un peut-être moindre, avec 25 bips aux États-Unis, et que si elle se réduit et que l'inflation est sous contrôle, finalement, le pic des taux n'est plus très loin, alors que ce sera peut-être 4,75, 5 ou 5,25, mais en gros, on n'est plus très loin, et que derrière, déjà, le marché anticipe la baisse des taux et le redémarrage de l'économie après un ralentissement qui serait peut-être plus un soft landing qu'un hard landing. Toutefois, ça c'est un peu le scénario rose, Oui. mais entre-temps, il y a plusieurs obstacles. Bon, le premier, ça va être les résultats des entreprises. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont eu aussi un dollar fort, alors que nous, on a bénéficié un peu du dollar depuis 2-3 trimestres, donc ça a aussi aidé un peu les résultats des grandes entreprises. Mais on a quand même, effectivement, aux États-Unis, ça a plus ajusté, mais on est à 17 fois les résultats, alors qu'en Europe, pour l'instant, il y a eu très très peu d'ajustements en fait. Mais en même temps, on n'est qu'à 12,5 fois les résultats. Et effectivement, le CAC est toujours à moins de 12 fois, parce que d'un côté, on a les LVMH qui sont à 20 fois, mais là où ils étaient à 30 avant. Mais on a toujours les Total et autres, qui n'ont pas toujours autant d'argent, mais qui sont à des multiples à un chiffre et qui pèsent très lourd dans l'indice. Donc au global, si on prend la moyenne du CAC, il n'est pas très cher en moyenne. Maintenant, il y a des choses très différentes dans cet indice, comme dans beaucoup d'indices. Alors, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est d'abord les résultats. On a eu 3 warnings ce matin. Bon, celui d'Ubisoft, qui pourrait argumenter que c'est une situation spéciale et que l'argument qu'il donne n'est pas le vrai argument, mais il parle quand même d'un décrochage brutal des ventes à la mi-décembre. Alors, c'est peut-être lié au secteur en particulier, à leurs problèmes, mais comme si tout d'un coup, chez le consommateur, il y avait une baisse. Chez Logitech, bon, qui est un petit peu lié, mais qui fait des accessoires pour les PC, des souris, enfin, du matériel informatique. Il y a eu un gros décrochage aussi avec un sales warning qui correspond visiblement à une baisse depuis 4-5 semaines. Plus anecdotique, mais Signify, l'ancien Philips Lighting qui fait des ampoules. Là, qu'est-ce qu'ils disent? Et ça peut être quelque chose qu'on peut extrapoler à pas mal de sociétés. Problème de production en Chine. Toujours. Oui, parce qu'en fait, la Chine se libère, c'est très bien pour le printemps. Mais à court terme, ça veut dire que c'est le chaos. Donc d'un côté, et c'est là aussi quand on regarde les prix de l'énergie, aujourd'hui, on a un hiver qui est très clément. Bon, aux États-Unis, il y a une vague de froid, mais là, il fait très doux aux États-Unis et en Europe. Donc ça baisse la demande d'énergie. En Chine, on est avant les vacances du Nouvel An. Et en plus, il y a une disruption totale parce qu'on ne sait pas combien de gens qui sont malades, mais dans les faits, il y a beaucoup de gens qui sont en congé maladie, beaucoup d'usines qui ne fonctionnent pas. Enfin, la demande chinoise d'énergie est anormalement faible en ce moment. Mais si au printemps, la Chine revient, même si nous, on a des bons stocks de gaz, il y a un vrai sujet. Si on fait l'équation, c'est vrai qu'en Europe, on a ouvert 2 ou 3 floating LNG stations en Allemagne. Terminaux, LNG, flottants. Mais si on fait les maths, si la demande asiatique revient en 2023, ce qui n'était pas le cas en 2022, ça coince toujours, et sans forcément avoir une grosse croissance économique. Donc il faut bien comprendre qu'en 2022, on a bénéficié d'une demande asiatique anormalement faible. Donc on verra, mais c'est quand même une petite épée de Damoclès, parce que ça pèse sur l'activité, ça pèse aussi sur l'inflation, et donc sur le niveau des taux. Voilà, donc attention au warning, en particulier en Europe. Et deuxièmement, est-ce que la sortie de crise, notamment en Chine, ne pourrait pas entraîner une tension sur l'inflation? Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et puis le troisième point,
qui a été évoqué tout à l'heure, notamment sur l'immobilier aux États-Unis, c'est qu'on n'a pas non plus pris toutes les conséquences de la hausse des taux dans des secteurs en particulier comme l'immobilier, où là, c'est vraiment un truc qui agit à moyen-long terme, avec une baisse de la demande, une baisse des mises en chantier. Et ça, c'est on la connaît. Ça prend du temps. On sait qu'il y aura moins d'activités de construction dans les 18 prochains mois. Et ça, c'est quoi qu'il arrive. Quoi que fassent les taux demain, le temps que ça se remette en place, on va le sentir. Donc quand je vois Saint-Gobain qui a plus 18 depuis le début de l'année, je suis un peu sceptique, si vous voulez. Et pour revenir sur le warning de Signify, on se dit problème de production en Chine, problème de demande dans la indoor housing, donc dans tout ce qui est rénovation-construction, et problème chez les distributeurs. Donc, attention quand même. Partant d'une époque pandémique qui a été une époque bénie pour justement l'aménagement de la maison, l'équipement électronique, etc. Enfin, je veux dire, ces boîtes-là, je n'ai pas en tête la performance de chiffre d'affaires de Logitech, mais j'imagine que ça a été exceptionnel entre 2020 et 2022. Toujours l'effet digestion du Covid, etc. Ouais. Bon, l'inconnue chinoise, effectivement, comme on raisonne autour de la réouverture sanitaire de la Chine et de ce que ça peut provoquer peut-être même en termes de séquences économiques pour la Chine, pour le reste du monde, sur le plan de la croissance bien sûr, et sur le plan de l'inflation également. Est-ce que c'est un risque majeur effectivement qui limite la capacité des banques centrales à être trop détendues face au risque inflationniste ? Oui, alors sur la Chine, c'est une bonne nouvelle pour l'économie globale, le fait que effectivement la politique sanitaire soit infléchie très fortement. Effectivement, les effets ne sont pas immédiats parce qu'au départ, c'est un peu le chaos avec la hausse des cas. Mais on peut penser raisonnablement qu'au printemps, l'économie chinoise va vraiment repartir et que notamment la consommation va être soutenue. Alors en plus, on a quelques mesures de soutien de politique économique, monétaire et fiscale. Donc, effectivement, on peut espérer que la croissance cette année en Chine soit autour de 5%, ce qui est une bonne nouvelle. L'impact sur l'inflation globale, alors effectivement, c'est un acteur majeur, donc ça pourrait effectivement ralentir, en tout cas, la décrue de l'inflation sous-jacente. Mais il faut quand même garder en tête qu'a priori, on ne va pas avoir une relance comme on en a connu dans le passé, notamment dans le secteur immobilier. C'est sûr qu'il y a des mesures de soutien vers le secteur immobilier qui est très déprimé, mais il garde en tête quand même ce problème de dette, d'excès de dette, de leverage, de levier dans ce secteur. Et donc on sait que c'est un secteur qui est très énergivore. En l'occurrence, donc si la reprise dans l'immobilier est assez modérée, on peut espérer que l'impact sur l'inflation globale soit plus faible qu'il n'a pu l'être par le passé. Ouais, j'entends. Donc cette reprise en Chine, globalement, est une bonne nouvelle, surtout pour l'Europe, et surtout si elle n'est pas trop inflationniste, en effet. Et l'Europe en tant que telle, effectivement, Vincent, alors... partant d'une année 2022 qui, à un moment, devait être une année de crash économique majeur. Enfin, c'était les scénarios de risque majeurs qu'on avait au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a 6-9 mois à peine. Tous les chiffres ont été révisés à la hausse au fur et à mesure, au point que certains imaginent que le risque principal, c'est qu'il n'y ait pas de récession en zone euro en 2023. Parce que la crise énergétique n'a pas eu lieu cet hiver et n'aura peut-être pas lieu l'an prochain, l'hiver prochain. Oui, en effet. Je dois dire que nous avons relevé nos prévisions de croissance en zone euro qui étaient très légèrement, marginalement négatives à marginalement positives. On pourrait quand même avoir 2 trimestres négatifs, mais c'est sûr que le risque d'un scénario sévère a été considérablement réduit. Ceci dit, moi je pense que le marché n'accorde pas assez d'importance au resserrement de la politique monétaire, qui est violent. Alors c'est l'autre risque. Si le risque énergétique s'est effacé, le risque de surréaction monétaire, lui, devient le risque principal. Oui, je dirais qu'il y a déjà beaucoup de dégâts qui a été fait. On ne s'en rend pas forcément bien compte encore dans l'économie, mais si vous regardez sur les standards de crédit, les conditions de crédit, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, elles se dégradent. Si je regarde ce qui se passe aux États-Unis,
c'est un indicateur très précurseur. Et on n'a jamais vu une telle tension sur les conditions de crédit qui ne produit pas de récession. Donc je pense que le marché sous-estime effectivement le dégât que peut produire ce resserrement de la politique monétaire, qui n'est pas terminé. Encore une fois, le risque est que les banques centrales fassent plutôt davantage que ce que le marché n'anticipe, parce que l'inflation, même si elle décroît, reste trop élevée, et effectivement, l'économie ne ralentit pas aussi fortement qu'on pouvait le craindre. Et donc, pour juguler cette inflation, il va peut-être falloir aller encore plus loin en territoire restrictif. Historiquement, quand la politique monétaire entre en territoire très restrictif, ça cause des dégâts économiques. Et je pense que le marché aujourd'hui est plutôt en train de sous-estimer ce facteur. Bon, on suivra ça. Prochaine réunion, donc pour la Fed, 31 janvier, 1er février, et la BCE qui, dans la foulée, elle aussi, continuera de monter ses taux le 2 février prochain. Sur l'investissement action aux États-Unis, Virginie, alors la séquence de résultats commence. Ce que je trouve intéressant dans le marché après le reset de 2022, c'est que, et chez des gérants croissance et chez des gérants value. Ça ne veut plus rien dire. Ouais, alors, il y a des arguments qui se valent des deux côtés. Il faut arrêter de parler de la value, de la croissance, parce qu'il y a du value qui est passé en croissance et de la croissance qui est passée en value. Si vous prenez les indicateurs, enfin les agrégats du S&P, value et croissance, d'ailleurs, il y a des titres qui sont dans les deux, pas dans les mêmes proportions, parce qu'il y a des critères qui sont retenus par Standard & Poor's. Donc, mais vous avez quand même des choses qui peuvent être par exemple, en value, par exemple, Amazon, c'est le numéro 3. Les GAFAM sont value. C'est incroyable. Donc on retrouve. En revanche, dans grosse, vous avez les pétrolières. Ouais. Donc, et Microsoft, et dans les deux, il y a bon nombre de sociétés qui sont dans les deux, pas forcément les mêmes poids, mais donc ça ne veut plus dire grand-chose, parce que, évidemment, il y a la partie momentum, mais comme les techs ont été dirétés quand même de façon sensible, on peut le dire, eh bien, on arrive dans la value, vous retrouvez Salesforce. Logiciel, on en parlait tout à l'heure. Ouais. Donc, alors, ça veut... Qu'est-ce qu'on appelle réellement de la value ou de la croissance ? En fait, là, je crois que tout le monde peut trouver. Et une fois de plus, c'est le danger de catégoriser des secteurs, finalement, parce que et nous, on est toujours sur les avantages compétitifs durables de chaque société par rapport à ses peers, justement, parce qu'il y a de la différenciation. Et c'est évident. Et qui plus est, dans une période telle que nous la connaissons depuis... Alors, on a eu cette période, on va dire, d'anomalie, pendant 2 ans quand même, puisque avec de l'argent qui coulait à flot. Et puis, derrière, donc, un ralentissement, on ferme les robinets, etc. Donc, c'est quand même une période compliquée pour les sociétés. Il a fallu qu'elles gèrent les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Maintenant, c'est l'inflation. Il y a eu les problèmes d'emploi. Sur l'emploi, d'ailleurs, il faut quand même préciser que, effectivement, l'emploi tient merveilleusement bien, mais il y a quand même des facteurs structurels qu'il faut comprendre. C'est que vous avez des industries en particulier qui sont en train de réduire leur masse salariale parce qu'elles avaient été très généreuses et trop ambitieuses. Donc là, on parle évidemment de la tech, on parle aussi de la finance. Vous voyez bien, il y a des annonces tous les jours. Et puis, en fait, les problèmes structurels, ils sont encore là dans les plus petites sociétés, mais c'est aussi facteur d'opportunité, parce que quelque part, ça remet de la normalité et on repart sur des situations peut-être plus légitimes. Il y avait peut-être trop de gens employés dans certains secteurs par rapport à des secteurs qui sont en pénurie structurelle depuis longtemps, peut-être, de main-d'œuvre. Et je reprends, Alain a très bien signifié l'évolution du dollar. Sur les résultats, et notamment du T3 aux États-Unis, le consensus n'avait pas suffisamment pris en compte, s'agissant des sociétés américaines, l'impact du dollar fort, et notamment pour les sociétés internationales, les grosses sociétés. Et aujourd'hui, avoir un euro-dollar qui revient sur du 1,08 et qui ira peut-être sur du 1,10, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Il faut aussi le prendre en compte.
d'un côté, en Europe. Et à mais aussi contrario, aux pour nous, États-Unis. ce sera pénalisant. Exactement. D'accord. Donc donc il va y avoir des tas d'éléments. C'est pour ça que je dis toujours, le juge de paix, c'est effectivement les publications. Je pense qu'on va être très occupé. Est-ce que... oui, ça j'imagine, mais par rapport au portefeuille que vous pouviez avoir jusqu'à 2020 ou 2021, cette notion justement d'avantage comparatif, ces barrières, effectivement, est-ce que les boîtes qui avaient des barrières solides à l'entrée, des avantages comparatifs forts il y a 2-3 ans, est-ce que vous les retrouvez aujourd'hui comme étant des sociétés qui ont gardé cette solidité, cette force sur leur marché, ou est-ce que non, c'est quelque chose qui a beaucoup changé? Pour beaucoup, oui, mais pour certaines, on a quand même pris des profits. Par exemple, nous, on a des sociétés dans la défense, dans l'industrie. Bien sûr. Donc, c'est devenu, évidemment, compte tenu du contexte, Ouais. c'était devenu trop important. Donc, on rééquilibre. Vous ajustez le nos poids de portefeuilles, ces- on ajuste, et d'accord. puis, comme je vous l'ai dit, on commence à revenir sur des sociétés qui ont été largement pénalisées, qui nous semblent être toujours d'actualité pour les 5-10 années à venir. Surtout qu'il ne faut quand même pas l'oublier. On parle beaucoup d'inflation, de récession, mais on parle beaucoup aussi de chat GPT, on parle beaucoup d'innovation, et tout ça, c'est devant. Donc, il faut comprendre ce Vous qui dites, va on se passer. s'inquiétait d'un ralentissement un peu structurel de la demande pour les services informatiques, le cloud, etc. Oui, alors ça, c'est... Est-ce qu'on c'est n'était dans pas en le cycle. surcapacité dans cette industrie? Oui. Vous dites, mais c'est bien il y aura qu'il y peut-être ait- plus autant de mais- croissance, mais il y en aura toujours. Voilà, et c'est bien finalement qu'il y ait, vous savez, c'est très schumpeterien, mais quand il y a des difficultés, c'est bien, ça permet de remettre justement dans cet univers de concurrence, de remettre un peu de pression sur les avancées technologiques. On aura probablement aussi des acteurs qui vont émerger. Donc c'est bien, ça fait respirer ce marché. Il y aura, pour moi, donc 2023, année d'opportunités. Voilà, pas simple, mais... Oh bah, ce serait trop beau Oui. si c'était simple. Alain. Sur la tech en particulier, qui a quand même Ouais. beaucoup souffert en Ouais. 2022, on note sur certaines entreprises un petit tassement d'activité, mais enfin, on reste pour la plupart d'entre elles on est toujours dans des secteurs en croissance, attention. Hein. Mais en fait, ce qui a le plus souffert l'année dernière, moi je dirais, c'est les valeurs dites de qualité qui, si on prend la technologie ou l'innovation en particulier, sont passés de 60 fois les résultats à 20 fois les résultats, par exemple. Donc il y a eu un de-rating important, et même parfois très important sur certaines valeurs, alors que leurs résultats n'ont quasiment pas bougé. Un petit peu, mais pas beaucoup en réalité. Il y a eu sur le Q3, effectivement, on a vu des déceptions dans les chiffres des peu, oui, grandes voilà. boutiques Notamment aux États-Unis, technologiques. Et c'était une première de ce point de vue-là, effectivement. Mais au global, sur les valeurs qu'on pourrait qualifier de qualité, la baisse des cours en 2022, c'est surtout une baisse de multiples, qui est quand même pas mal liée au taux d'intérêt, hein, bien évidemment, mais pas vraiment une baisse de qualité intrinsèque. C'est pour ça qu'il va falloir commencer à regarder avec attention l'évolution des résultats, parce qu'objectivement, un marché en Europe à 12 fois on n'est pas à 12,5 maintenant, mais enfin, ça Oui, reste... oui, ça si bouge. ça tient, c'est pas cher. Même je pense même d'ailleurs qu'à 12,5, on peut tout à fait supporter 1 ou 2 trimestres de mini-récession. La vraie question, c'est est-ce que c'est juste temporaire et à partir de l'été, on commence à être plus à l'aise sur les taux, plus à l'aise sur l'inflation et sur un redémarrage de l'économie, auquel cas là, le marché va... Alors là, il va terminer l'année clairement en positif. Ou est-ce qu'au contraire, tout ça, ça freine? Est-ce que l'inflation persiste? Un point aussi, c'est l'emploi. Parce que là, je sors de forums de brokers. Enfin, j'ai vu pas mal de sociétés. Ouais, bien sûr. Et l'activité n'est pas extraordinaire, mais c'est pas non plus catastrophique. Je dirais pour l'instant, c'est sous contrôle. L'inflation, nous, on la voit en spot qui baisse, mais pour pas mal d'entreprises, compte tenu des contrats qui se renégocient, etc., pour eux, même dans les commodités, on parle plutôt de stabilisation que de baisse. C'est déjà ça. Et sur l'énergie, il y a un effet différé qu'il ne faut quand même pas oublier. C'est vrai que ça baisse, mais dans le quotidien de pas mal de boîtes, on est au pic on parle des boulangers et des autres, mais ils sont au sommet de la vague en termes de perception. Donc en termes d'activité, c'est pas évident. Et l'autre point, c'est que l'emploi, pour l'instant, à de rares exceptions, en tout cas en Europe, pour l'instant, ils ont tous du mal à trouver des gens. Oui. Ça veut dire aussi que quand l'activité ralentit, ils ne s'en séparent pas. Mais non. C'est en ce sens que les statistiques d'emploi sont très tardives en réalité. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont viré tout le monde au moment du Covid, ceux qui ont fait ce choix, si on veut dire, même s'il y a eu beaucoup d'aides pour que ce ne soit pas le cas, mais qui n'arrivent plus à retrouver les gens aujourd'hui, ils préfèrent essayer de garder les gens d'une manière ou d'une autre pour un rebond potentiel à la fin de l'année, plutôt que s'en séparer et après ne plus pouvoir les retrouver. Donc l'emploi a tendance à rester assez dynamique. On verra pour les salaires, mais
Ça, c'est un facteur. D'un côté, c'est bien parce que ça soutient la demande et ça limite le slump de consommation, parce qu'on parle beaucoup d'une inflation assez élevée, même en Europe, mais on voit qu'en fait, si on regarde le nombre d'heures travaillées, finalement, comme il y a plus de gens qui travaillent et qui gagnent pas trop mal leur vie, bah, ça compense en partie l'inflation. Mais voilà, donc si l'emploi reste dynamique, ça va aussi limiter la désinflation. C'est le problème. Comment vous raisonnez effectivement alors, sur ce qui peut apparaître un changement structurel quand même d'équilibre dans le marché du travail ou les marchés du travail en Europe et aux États-Unis. Je regardais encore la photographie. Enfin, je veux dire, pendant 20 ans, de 2000 à 2020, il y avait un déséquilibre sur le marché du travail américain dans le sens où il y avait une offre de travail plus importante que la demande de travail. Aujourd'hui, c'est renversé, mais à un point spectaculaire qui fait dire effectivement qu'il y a une pénurie un peu structurelle peut-être d'offres de travail sur le marché du travail américain par rapport à la demande, par rapport aux postes ouverts et aux emplois qui sont déjà pourvus aujourd'hui. Il y a un phénomène d'attrition de la population active qui est spectaculaire. Non, ça c'est vraiment un grand point d'interrogation. Comment va se comporter le marché de l'emploi et en l'occurrence, est-ce que et les entreprises, quelle va être la fonction de réaction des entreprises dans un marché du travail aussi? Beaucoup d'entreprises en effet regrettent d'avoir licencié pendant le Covid et d'avoir eu du mal à se repositionner ensuite dans la phase de reprise et donc on hésite aujourd'hui à licencier, donc ça peut changer effectivement la fonction de réaction. Et du coup, ça peut éviter une récession sévère, maintenir la consommation. Mais en même temps, ça peut maintenir l'inflation plus élevée plus longtemps et impliquer un resserrement supplémentaire des banques centrales. Je pense que le risque est là aujourd'hui. Ce qui est remarquable, en l'occurrence, c'est que on a, quand je parle du pricing des banques centrales, on a une corrélation entre les obligations et les actions qui reste très positive. Ah oui. Ce qui n'est pas forcément la norme historiquement. Ça a été le fait de 2022 et ça continue de façon spectaculaire en cette fin d'année. C'est-à-dire qu'en décembre, quand les banques centrales ont de nouveau montré les dents, les taux longs ont monté, donc le prix des obligations baissait, les actions ont baissé. Et là, au contraire, en ce début d'année, les taux longs se replient et les actions repartent à la hausse. Donc on a un marché qui est vraiment dominé aujourd'hui par les taux, par la politique monétaire. Encore une fois, ce n'est pas forcément la norme. Je pense qu'en 2023, en l'occurrence, ces corrélations vont changer. Et ce sera plus tant la politique monétaire qui va dominer, mais plus les questions cycliques ou les questions d'appétit pour le risque qui, elles, ont tendance à créer une corrélation négative. Donc, la bonne Ça veut dire qu'à un moment, la baisse des taux, des rendements obligataires, ne sera pas forcément une bonne nouvelle pour les marchés actions. Exactement. Et je pensais, pour être honnête, que cette transition s'opérerait plus rapidement. Pour l'instant, on reste sur cette corrélation positive et ça participe à ce départ en fanfare des marchés d'actions. Il y a pour moi quand même une certaine dissonance dans tout ça, parce qu'on a des courbes de taux qui sont inversées, ce qui traditionnellement envoie un signal de récession. Alors on me dit oui, mais pas cette fois c'est différent. Je fais très attention à ça. Cette fois, ça c'est red flag généralement quand on entend ça. C'est vrai qu'on me dit ça traduit une inflation qui va baisser. En réalité, si on regarde les anticipations de l'inflation, les points morts d'inflation à 2 ans, ils sont inférieurs aux points morts à 10 ans. Donc c'est pas vrai, cette courbe n'est pas inversée aux États-Unis. En l'occurrence, je pense que ce resserrement de la Fed en territoire très restrictif est plutôt récessionniste. Le marché des high yield sur le crédit ne price absolument pas de récession. On a des niveaux de spread sur le high yield qui ne reflètent absolument pas ce risque de récession. Encore une fois, sur les profits, alors on peut discuter dans quelle mesure c'est anticipé. Pour moi, les marchés d'actions aujourd'hui ne sont pas vraiment positionnés vers une récession, en tout cas pas du tout une récession sévère. Oui, pas une récession sévère. Oui, parce que ce risque-là, voire pas une récession du tout. Mais pour moi, ce qu'il vient de dire, c'est qu'en fait, si on était dans un scénario plutôt assez récessionniste, on pourrait gagner de l'argent en ayant des emprunts d'État et en n'ayant pas d'actions. Cette corrélation serait cassée. Bien sûr. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non. Et Virginie, quand même pas oublier qu'on parle de la hausse des taux, évidemment, de l'action restrictive, mais on ne parle pas suffisamment non plus de la réduction des bilans des banquiers centraux. Oui. Et ça, c'est un point quand même très important, et notamment en Europe où ça va commencer, donc on va rentrer dans le vif du sujet, avec dans le même temps cet effet de ciseau, puisque là, les émissions d'emprunts
vont être quand même très importantes. Donc, il faut le considérer. Moi, on regarde aussi aux États-Unis le Libor, à 3 mois, 6 mois, 12 mois. Ce sont des facteurs de liquidité. Finalement, les banquiers, qu'est-ce qu'ils sont prêts à se prêter? C'est quand même haut. On n'a pas vu ça depuis... Il faut être attentif. Quelque chose peut craquer dans ces marchés monétaires. On a du 5,20 sur du 6 mois, c'est pas anodin. Non. Donc il faut être un peu prudent avec en plus ce calendrier d'émissions obligataires puisqu'il faut financer tout ce qu'on... Donc ça donne quand même, il faut être... faut rester... faut pas partir, se dire ça y est, tout est bien, tout est réglé. Non. Ouais, c'est intéressant là, le point notamment sur l'euro, parce que autant je crois que le Trésor américain va quand même émettre un peu moins cette année, autant les trésors... L'Allemagne va émettre 500. Oui, voilà, autant les trésors européens, le net supply va être énorme. C'est plus de 500 milliards de nouvelles dettes nettes en Europe qui est attendue, absorbée par le marché. C'est cher parce qu'on n'en trouvait pas. Quand on fait les maths, oui, c'est compatible, parce que je rappelle qu'en plus de la réduction passive du bilan de la BCE, il y a également le phénomène de repaiement des TLTRO, des liquidités bancaires, qui a déjà commencé, alors qui se fait pour l'instant un petit touche, mais il y a une échéance jusqu'à fin juin, où avec des ouvertures, des fenêtres de remboursement volontaire qui vont sans doute accélérer le mouvement, tant et si bien que le bilan de la BCE va se réduire plus vite que celui de la Fed en cette année 2023. Oui, le resserrement quantitatif a commencé en Europe, puisqu'on a déjà eu 2 phases de remboursement de TLTRO. Effectivement, ça va continuer. Donc déjà, le bilan de la BCE se contracte et ça va être amplifié, effectivement, par un moindre réinvestissement des papiers du programme APP qui arrive à maturité. Et donc, à partir de la fin du premier trimestre, la BCE ne va plus totalement réinvestir ces papiers qui arrivent à maturité. Et donc, le bilan va encore plus se contracter. Il y a une relation très forte dans toutes les périodes d'assouplissement quantitatif entre le bilan des banques centrales et la performance des marchés d'actions. Alors, ça a très bien marché à la hausse. Effectivement, le QE a été une formidable opportunité pour les marchés d'actions. On a un peu de mal à penser que ça ne va pas marcher dans l'autre sens. Donc c'est pour ça qu'il faut... Nous, on attend des performances positives sur les actions en 2023, mais très modérées, avec des niveaux d'action, des niveaux d'entrée qui, à notre avis, seront meilleurs un peu plus tard dans l'année. Donc je crois qu'il ne faut pas s'emballer sur ce début d'année qui est spectaculaire, mais peut-être un peu trop. Ouais. Il y aura forcément, vous parliez d'une année d'opportunité. Oui, voilà. C'est parti un peu trop vite, trop fort, ou sur un marché américain, c'est déjà le moment... Oui, alors il y a des effets également. On sait qu'en mois de décembre, il y a toujours des mouvements de vente et qu'après, il faut racheter les effets d'habillage de portefeuille, des effets fiscaux, etc. Mais bon, il y a pour certaines... Moi, je pense que pour certaines sociétés, c'est tout à fait compréhensible. Pour d'autres, voilà, point d'interrogation. Donc... voyons la qualité des résultats. Mais c'est bien, ça commence demain, justement, avec les banques, et puis ça va enchaîner sur les prochains jours et les prochaines semaines. Je voulais qu'on dise un mot rapide du comportement des small et mid cap, peut-être, Alain. C'est compliqué. Là, pour le coup, le rebond est quand même très maigre par rapport au large cap. Ça fait pratiquement 4 ans, j'allais dire même peut-être 5 ans même. Est-ce que ça remet en cause on est passé il y a 5 ans d'une prime de 15-20% peut-être pour les small caps versus les large caps en Europe à une décote de 10, 15, 20%. Alors, prime parce que structurellement, normalement, il y a une plus forte croissance. Et donc c'est cette question, est-ce que cette thèse structurelle est remise en cause après 5 années de sous-performance ? Je pense que non. Je pense structurellement, il y a toujours des sociétés extrêmement intéressantes qui ont des perspectives de croissance élevées. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que, en particulier dans l'année qui vient de s'écouler, et même encore pour 1 ou 2 trimestres, ce sont des sociétés qui sont plus petites, qui ont souvent un peu plus de mal à passer l'inflation, en tout cas aussi rapidement, où elles sont moins protégées que les grosses en termes d'inflation ou en termes de capacité à faire du pass-through auprès de leurs clients. Donc ça s'est senti. Parfois, elles sont un peu plus domestiques aussi, donc elles sont davantage exposées aux marchés locaux qui ont quand même pas mal souffert, la crise de l'énergie, etc. Et puis, de l'autre côté, on a, en termes de liquidité, disons que les larges font tellement bien que les gens... En général, ce qui se passe, c'est quand les gens gagnent de l'argent sur les grandes capitalisations, ils cherchent à doper leur rendement en allant voir par les petites qui sont supposées être plus risquées, mais plus rentables. Comme ça fait 4 ou 5 ans que ce n'est pas le cas, quelque part, il y a une sorte d'hésitation, et on comprend volontiers pourquoi. Je pense que cette hésitation, elle se lèvera vraiment le moment où on sera reparti en mode croissance dans l'économie. Parce que là, évidemment, ces sociétés-là vont
croître plus rapidement. Et comme leur valorisation, qui historiquement était toujours avec une petite prime, qui reflétait cette plus forte croissance, aujourd'hui sont au niveau du marché, voire inférieur, il y aura un vrai rebond. Mon inquiétude, c'est que ce n'est pas forcément tout de suite encore dans l'immédiat, mais après, il faut savoir se positionner un peu avant, parce que le jour où ça démarre, ça démarre. Ah oui, ça peut partir fort. D'ailleurs, elles ont plutôt surperformé pour le coup en décembre. Ouais. Merci beaucoup à vous trois, en tout cas, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alain Dubreuil, le directeur de la gestion de Claresco, Virginie Robert, présidente de Constance Associés, et Vincent Chéniaud, directeur de la recherche de Generali Investments, étaient nos invités en plateau.